Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, un convoi de l'armée française à destination du Niger et qui traverse le Burkina Faso a du mal à progresser et a même été bloqué le 19 novembre par les manifestants dans la ville de Kaya, au centre-nord du pays. Les manifestants ne veulent plus de soldats français qu'ils accusent de transporter des armes pour approvisionner les terroristes. Les chefs d'état-major de la CEDEAO entendent redoubler d'efforts pour mettre un terme aux exactions des groupes djihadistes dans la sous-région ouest-africaine. Ces derniers appellent à l'unité pour une lutte antiterroriste plus efficace. Et puis, direction Durban, en Afrique du Sud, où la deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine s'est clôturée ce dimanche 21 novembre. Édition qui avait pour thème « Construire des ponts pour une ZLECAf réussie ». L'hostilité envers l'armée française grandit au Burkina Faso. Au moins 4 personnes ont été blessées ce samedi à Kaya, ville située au nord de la capitale Ouagadougou, où des manifestants s'opposent depuis jeudi dernier au passage de l'important convoi logistique de l'armée française en transit vers le Niger voisin. Le point sur la situation avec Viviane Baoken. Hymne national, chant patriotique, drapeau du pays, plusieurs milliers de manifestants civils sans armes érigeant des barrages de fortune ont choisi de défier un convoi d'une soixantaine de véhicules et d'une soixantaine de soldats de l'armée française au Burkina Faso, obligeant ces derniers à se réfugier dans un lieu sécurisé sous la protection de l'armée burkinabé. L'attaque terroriste perpétrée ce dimanche 14 novembre à Inata dans le nord du pays, qui a causé la mort d'au moins 49 gendarmes et 4 civils, a ravivé le ressentiment de la population. En effet, le Burkina Faso subit depuis 2015 des attaques djihadistes violentes qui ont commencé dans la zone dite des 3 frontières à proximité du Mali et du Niger, pays également victime de ces agressions barbares et meurtrières. Nous sommes tout le temps attaqués par les forces obscurantistes, les forces terroristes, et il n'y a pas de réaction appropriée de la part de l'armée française et globalement partant même de la force d'intervention du G5 Sahel. Je m'explique, parce que on ne peut pas comprendre que nous avons les drones et tout l'arsenal de renseignement militaire qui se trouve dans le Sahel, et des terroristes sont toujours capables de se déplacer en nombre suffisant pour venir attaquer un camp militaire sans que l'armée française ou bien les drones de la force d'intervention du G5 Sahel ne puissent les détecter. L'important convoi logistique de l'armée française, source de contestation, alimente désormais un vif débat national après son blocage sur un terrain vargueux par les manifestants. Les 4 personnes blessées par les tirs de sommation à Kaya, dans la principale ville du centre-nord du pays, sont devenues les nouveaux martyrs d'une population qui s'estime victime de nouvelles formes d'occupation coloniale au détriment de leur propre sécurité. Les revendications, dont les slogans sont inscrits sur les banderoles et les écriteaux, sont sans ambiguïté. On peut y lire des phrases choc: armée française, dégage, libérez le Sahel. Plus de convois militaires d'invasion et de réconciliation français, d'une population poing en l'air chantant l'hymne national burkinabé et défiant le convoi militaire français. Depuis plus de 5 ans, la force du G5 Sahel essaie d'être inscrit sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et il est dommage de constater que cela n'a pas été fait. Alors que lorsque on inscrit la force d'intervention du G5 Sahel sur le chapitre 7, cela fait que la lutte contre le terrorisme devient un problème mondial, un problème porté par les Nations Unies au lieu d'être porté seulement par une coalition de nations. Accusé par les manifestants de transporter des armes pour terroristes, l'avancée du convoi qui a déjà subi plusieurs autres blocages dans diverses localités comme à Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso génère aussi une crise politique interne au Burkina Faso. À l'unisson de l'opposition, les manifestants rassemblés dans plusieurs villes du pays n'hésitent plus à demander la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré, jugé incapable selon ses opposants à mettre fin aux attaques terroristes.
La lutte contre le terrorisme qui était au centre des travaux de la 41e réunion du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Ces derniers s'accordent sur la nécessité de renforcer la coopération entre les États membres de la sous-région pour combattre le phénomène qui prend une ampleur inquiétante. Philomentine. Les chiffres des différents rapports marquent une recrudescence importante des actes terroristes, une augmentation de plus de 250% des attaques entre 2018 et 2020, avec plus de 2500 victimes civiles et 1000 militaires. Afin de maîtriser ce fléau, 2 résolutions ont été prises en guise de conclusion. La mise en place des opérations conjointes entre tous les pays, particulièrement frontaliers, et le renforcement des capacités opérationnelles des équipes. Nous avons discuté de beaucoup de questions, notamment la question du terrorisme ambiant dans notre région. Le terroriste au Sahel qui progresse inexorablement vers les côtes de notre sous-région. Vous avez pris des décisions et des recommandations idoines à travers l'organisation d'opérations conjointes, à travers la capacitation de nos forces sur le terrain. Vos recommandations seront transmises à qui de droit et les dispositions seront prises pour que le plan d'action de lutte contre le terrorisme que nous avons patiemment, minutieusement et méthodiquement élaboré depuis 2019 pourra voir son implémentation dans toute la sous-région pour réduire les peines de nos concitoyens. Nous avons retenu que vos décisions vont dans le sens de la volonté politique des chefs d'État qui veulent que la paix et la sécurité règnent dans notre sous-région. Les chefs d'État des pays de la CEDEAO avaient exprimé une forte volonté politique pour imposer la paix dans la région. L'implémentation d'un plan d'action de lutte contre le terrorisme de la CEDEAO, adopté en 2019, reste pourtant confrontée à de nombreux défis. Celui du financement des troupes des pays, de la dotation des moyens matériels, particulièrement des outils de prévention, de renseignement et de contrôle. Messieurs les chefs d'état-major, le fruit de vos réflexions, tel que consigné dans le communiqué final, donne un aperçu de l'intensité des échanges. C'est la raison pour laquelle je voudrais également, au nom du ministre d'État, vous féliciter d'avoir abordé sous tous ces angles la principale préoccupation de gouvernance de nos États, à savoir la sécurité de nos populations, aussi bien en milieu urbain que rural. Sur ce point, 3 éléments importants méritent d'être soulignés. Premièrement, les actions qu'entend mener l'organisation sous-régionale commune pour accompagner les États dans la lutte contre le terrorisme. La mise en place des mécanismes de maintien de paix en Afrique de l'Ouest et la prise en compte de la reconfiguration de l'opération Barkhane dans le Sahel et la posture à adopter par nos États dans la lutte contre le terrorisme en tenant compte de cette nouvelle donne. Les difficultés de la lutte contre le terrorisme sont renforcées par la défiance massive des populations sur la présence des forces françaises, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Le retrait annoncé des troupes françaises du Sahel s'accompagne de nombreuses manifestations de rejet des populations. Ainsi, des milliers de personnes ont manifesté et fait barrage ce vendredi 19 novembre à Kaya, au Burkina Faso, pour s'opposer au passage d'un convoi militaire français parti de Côte d'Ivoire et à destination du Niger. Obligés de se doter d'une stratégie d'approche collective, d'opérations conjointes, d'échanges de renseignements, les armées de la CEDEAO, en conclusion de leurs travaux, lors de la 41e réunion des chefs d'état-major, confirment gérer 3 crispations majeures. Les populations qui manifestent de plus en plus contre l'insécurité dans leur pays et jugent encore les carences et les victimes des attaques trop élevées malgré les accords passés avec la France. La décision de la France de se retirer progressivement des opérations dans le Sahel face à la grogne populaire et la réalité de l'échec de ce déploiement.
La présence de plus en plus active des forces étrangères d'autres pays, comme la Russie, la Turquie, qui entraîne des représailles de la France et de l'Europe, à l'instar des sanctions envisagées contre le Mali pour son probable rapprochement avec des partenaires russes. Levée des sanctions américaines contre le Burundi. Sanctions imposées il y a 6 ans en raison de la crise politique. Elles visaient plusieurs personnalités, dont des hauts gradés de l'armée et de la police impliqués dans des violences en 2015, nées de la crise politique. Mildred Yamon. Les États-Unis ont levé le 18 novembre 2021 les sanctions imposées au Burundi depuis 2015. Des sanctions infligées lorsque de violentes manifestations ont éclaté contre l'ex-président Pierre Nkurunziza qui ont entraîné plus d'1 millier de décès et plusieurs blessés. La décision américaine intervient 2 jours après que l'ambassadrice américaine au Burundi, Melanie Higgins, a rencontré le président burundais Evariste Ndayishimiye à Gitega. La levée des sanctions de l'administration américaine contre certains dirigeants burundais procède d'une logique. Si ces sanctions étaient imposées, c'est parce que l'ancien président burundais décédé, Nkurunziza, avait brigué un 3e mandat aussi longtemps que la constitution du Burundi ne l'y autorisait. Donc, aujourd'hui, la cause qui a amené ces sanctions n'existant plus, il était incongru de continuer à les imposer contre le peuple burundais. D'autant plus que le nouveau président Ndayishimiye a posé quelques actes de bonne volonté en améliorant tant soit peu les conditions des droits de l'homme dans ces pays. Bon, il y a des efforts à effectuer côté liberté d'expression et surtout l'élargissement de certains journalistes qui ont été arrêtés selon certaines ONG injustement. Pendant la crise politique de 2015, les forces de sécurité burundaises et de hauts responsables gouvernementaux ont été accusés de violation des droits humains. Le 22 novembre 2015, les États-Unis ont publié un décret déclarant la situation au Burundi urgence nationale, une mesure qui a conduit au gel des propriétés appartenant à certains représentants du gouvernement qui auraient joué un rôle dans les violations des droits. Par rapport à la politique étrangère des États-Unis, le Burundi est un des grands pourvoyeurs, non seulement des casques bleus, mais des forces de maintien de la paix, dont les États-Unis, qui dirigent par derrière, ont besoin dans leur mission de pacification de certaines régions du monde, notamment en Afrique. Et on sait que la région des Grands Lacs est en proie à des forces djihadistes qui ont déstabilisé la Mozambique, qui viennent de procéder à des attentats en Ouganda. La République démocratique du Congo est déstabilisée, donc il faudrait encourager les efforts du nouveau président burundais, dont les États-Unis auront besoin pour des raisons géopolitiques, dans le sens de l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans ces pays, d'où la levée des sanctions américaines. Selon le gouvernement américain, le transfert de pouvoir à la suite des élections de 2020 a considérablement réduit la violence au Burundi. En conséquence, le président Joe Biden a mis fin à l'état d'urgence nationale déclaré dans le pays. Rappelons qu'en 2015, l'Union européenne avait également infligé des sanctions au Burundi à la suite de rapports des Nations Unies faisant état de violations flagrantes des droits humains, suspendant ainsi l'aide directe au pays. Direction l'Afrique du Sud à présent. La 2e édition de la foire commerciale intra-africaine qui s'est ouverte à Durban le 15 novembre a refermé ses portes ce dimanche. L'événement qui s'inscrit dans le cadre de la promotion des échanges commerciaux intra-africains a réuni plus de 10 000 participants et 1100 exposants. Des exposants qui nous ont fait découvrir leurs activités au micro de notre envoyé spécial Ange Nomenia. Bienvenue chers téléspectateurs d'Africa 24 dans ce nouveau numéro de l'exposant du jour. Nous sommes en direct de Durban en Afrique du Sud. Voilà, je suis bien entouré tout d'abord de madame qui expose donc à cette foire commerciale intra-africaine. Hello. Hi. Can you introduce yourself? I'm Summer Irene from Cameroon. I'm the CEO and founder of Ren Foods Enterprise. Yes. Okay. Ren Food is a food processing company that has to do with the transformation of soybeans into soy milk and eventually soy yogurt. Yeah. Okay, good. We have also this handsome man. Can you introduce yourself? My name is Keside Anosike. I'm from the Tony Elumelu Foundation. Tony Elumelu Foundation is the leading philanthropy empowering African entrepreneurs across all 55 African countries. Irene right here is one of the Tony Elumelu entrepreneurs, and we're very proud to have, initiated her participation at the IATF 2021.
So, can you present your product? Okay. My main problem was to solve the issue of infant malnutrition in Africa. I am a mother of 3. When I had my first child in 2013, I realized how difficult it was switching from breast milk to solid food. So this got me thinking on the possibility of getting a super healthy semi-solid food that will be nutritious enough to feed the young baby. So I realized soya beans is one of the seeds that are very much available in Cameroon, and it is very much healthy for every baby. So I realized if I could process soya beans into soy milk, that would be much beneficiary to the young child. So Rivoli soy is an extract from soya bean seed. Yeah, it's an extract from soya bean seed. It is very rich in protein. It is rich in calcium. It is rich in iron. I think just a cup of Rivoli soy daily, we can guarantee a healthy child and a healthy Africa. So it is important for you to support this initiative? Absolutely. I think Irene's story is one of the, it's just like many other entrepreneurs who have responded to a personal situation in their life and have used it to have turned it into commerce and are transforming their communities for that. Look at Irene, it took having a child and becoming a mother for this business idea to spur. And then of course the Tony Elumelu Foundation, we're always looking for Africans with the right business idea and giving them the support, the training, the mentoring, and then the funding to be able to establish what they've established. I think that's one thing I love the most about African entrepreneurs is the fact that they find solutions. They're very solution driven. So it's how do we address this particular issue? Product, entrepreneurship, enterprise. So very proud of Irene. I think she's doing wonderful, a fantastic job in Cameroon, and she's here in Durban to showcase her very healthy, very nutritious product. Thank you guys. Ok, merci beaucoup chers téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro de l'exposant du jour. Ne quittez pas, continuez d'être connectés sur Africa 24 pour suivre les différentes expositions à cette foire commerciale intra-africaine. Industrialisation du secteur automobile en Afrique, un chantier semé d'embûches. De plus en plus de groupes veulent produire des voitures, mais la transformation des lignes de montage en usines de fabrication peine à avancer. Au Sénégal, l'entreprise Multi-Industrie Group s'engage à relever ce défi. Philomentine. Consciente de la pollution atmosphérique qui ne cesse d'augmenter en Afrique, la société Multi-Industries Group, spécialisée dans l'assemblage de véhicules électriques, a eu l'idée de proposer des véhicules écologiques propres. Elle envisage de tirer profit de l'énergie solaire afin de pouvoir proposer une gamme de produits innovants et de créer localement de la valeur ajoutée dans l'industrie dans le but de promouvoir le Made in Africa. On est dans l'assemblage de véhicules électriques. Donc nous produisons des vélos, des scooters, bientôt des tricycles. Nous sommes en train également de tester des pick-up que nous envisageons également de produire. Nous proposons des solutions également dans le solaire. Donc tout ce qui est bornes de recharge, les formations. Avoir une maîtrise aussi de la chaîne de valeur. C'est l'idée, c'est de pouvoir maîtriser du début à la fin. Donc là, on a démarré par de l'assemblage, mais à terme, ce qu'on veut, c'est pouvoir les produire localement. La vision de l'entreprise Multi-Industries Group s'inscrit dans une démarche d'industrialisation de l'Afrique. La jeune société entend faire un transfert de technologie à travers la formation des jeunes. Présente au Sénégal depuis 2018, elle ambitionne de s'implanter dans d'autres pays africains afin de participer à la création d'emplois sur le continent. On a démarré par des usines au Sénégal, on est en train d'en installer dans d'autres pays. Donc c'est une vision, c'est une nouvelle vision du groupe, du PDG, pour apporter ce plus et pouvoir derrière créer des milliers, des millions d'emplois, parce que c'est notre défi, c'est notre défi d'aujourd'hui et de demain, pouvoir profiter de ce grand marché africain. Les véhicules conçus par l'entreprise Multi-Industries Group sont quasiment destinés à la livraison. Ils sont dotés d'une autonomie de 25 à 40 km, d'une vitesse de pointe de 30 km par heure et rechargeables sur des prises électriques domestiques, tout en répondant aux besoins de mobilité verte et fluide dans les villes africaines, particulièrement sénégalaises. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.